Bonjour à tous. Étudier un exemple de conception urbaine peut remplacer la lecture de plusieurs ouvrages, surtout si la conception en question a été réalisée sur terrain avec un retour d'expérience. C'est le cas de cette ville nouvelle, entre guillemets, située à la périphérie de la ville de Potsdam en Allemagne. Il existe une infinité de façons de faire la ville, de dessiner en plusieurs quartiers, mais il y a deux façons de faire qui se situent aux antipodes l'une de l'autre. La première consiste à aligner des immeubles à l'architecture répétitive, typique, et essayer tant bien que mal d'en ressortir des éléments urbains et concevoir l'espace urbain et lui donner une identité particulière. La tâche est on ne peut plus difficile, en raison notamment du caractère rigide du modèle qui se répète, même s'il concède par-ci ou par-là un traitement d'angle ou un arrondi. Cette manière de faire, c'est ce qui se fait chez nous depuis des dizaines d'années, à quelques rares exceptions près. La deuxième manière de faire représente le paradigme actuel de ce qui se fait de mieux en matière de conception urbaine sous d'autres latitudes. Et c'est le processus que nous vous présenterons aujourd'hui et qui représente, à mon sens, la manière de faire la ville. Une expérience d'un grand intérêt qui, je l'espère, instruira les étudiants architectes et urbanistes et inspirera les décideurs et les praticiens qui peuvent ou ont la chance de convaincre une maîtrise d'ouvrage bureaucratisée à l'extrême et qui s'est habitué à une unique manière de faire. Elle ne peut, ou peut-être ne veut plus tenter de nouvelles expériences. Certes, l'option de l'immeuble répétitif résultant de la fameuse cellule répétitive n'a pas que des inconvénients. Elle a permis, chez nous, de résoudre le problème d'accès au logement de la majorité. Et des millions de personnes ont pu ainsi accéder à l'hygiène et au confort moderne, grâce à la vitesse de la construction, à l'efficacité et à la gestion du chantier induite par la typification. Malheureusement, ce paradigme conceptuel s'est installé dans la durée et a fini par devenir la norme, par devenir toute une culture de conception urbaine à laquelle on ne peut déroger. On se remémore tous les déboires de certains architectes, dont des noms connus sur la scène nationale, qui essaient de lutter, de mener auprès des maîtres d'ouvrage des luttes pour concevoir autrement, introduire une mixité, s'éloigner du zoning. Inutile de vous dire que leurs efforts sont souvent restés vains, mais leurs témoignages restent. On peut les retrouver dans les revues nationales d'architecture. Il est temps de s'imprégner d'autres modèles, d'autres expériences, celles du retour à la ville, celles qui font la ville, pas celles qui créent encore, jour après jour, des banlieues sans âme, qui, quelques années, voire quelques mois seulement, plus tard, et après leur occupation, se transforment en territoire de non-droit. C'est le but, l'objectif de montrer de telles expériences, savoir faire autrement ou comment faire autrement. Bon visionnage. Donc, cette expérience que je vais vous présenter se situe en fait aux confins de la ville de Potsdam, en Allemagne. Donc, Potsdam faisait partie de l'ex-RDA avant la réunification. Et donc, c'est une ville proche de Berlin, comme on peut le voir sur cette carte. Potsdam, c'est une ville, c'est un héritage, en fait, si on peut dire, de l'ex-Allemagne de l'Est. C'est une ville d'art, d'histoire, caractérisée par des œuvres majeures d'architecture et des repères très importants. Et donc, on peut dire que Potsdam, c'est une ville du nord-est de l'Allemagne, capitale du land de Brandenbourg,
depuis la réunification allemande en 1990. Elle est située sur un des lacs formés par le Havel, à 20 km au sud-ouest de Berlin. Les bâtiments qu'on vient de voir avant, c'est des bâtiments d'architecture majeure, si l'on peut dire. Puis aussi, il y a une architecture ordinaire, un tissu urbain, aussi qui représente un patrimoine d'ordre mineur, mais un patrimoine quand même. C'est une ville d'histoire, parce qu'elle fut la résidence d'été de Hohenzollern, où elle a tiré son surnom de Versailles prussien. Le palais Sans Souci, notamment, construit entre 1745 et 1747, joyau de l'architecture, a été élevé par Nobelsdorf pour Frédéric II. Et donc, ce joyau architectural a été inspiré par la résidence des rois de France. Voilà, en gros, donc c'est une ville, c'est pas une ville construite ex nihilo, c'est une ville qui porte une expérience, un palimpseste urbain assez important. Et aux confins de cette ville, exactement à ce niveau-là, donc il a été convenu, donc les autorités locales ont décidé de concevoir une sorte de ville nouvelle pour loger les gens dans cette zone. Voilà, donc que j'ai agrandi ici à gauche. Disons que la forte demande en logement a contraint les autorités à décider d'une extension vers la périphérie dans une zone appelée Kirchsteigfeld. Enfin, j'espère que j'ai bien prononcé le mot Kirchsteigfeld. Voilà, à ce niveau-là. Et la réalisation, et c'est ça le plus important, c'est qu'elle a été menée dans le cadre d'un projet urbain. Et donc, ce projet urbain a été parmi les plus importants des années 90. Il est implanté sur un terrain de 60 hectares environ, et le maître d'ouvrage a clairement signifié son aversion d'une cité dortoir ou d'une zone résidentielle. Et je pense que ces deux mots-clés ont fait la différence. C'est pas une cité résidentielle livrée clé en main, dont les habitants vont faire le mouvement pendulaire sur Potsdam et puis rentrer le soir dormir, mais une cité complète, mixte, avec tous les ingrédients de la vie. Le terrain, on le voit à peu près, de 60 hectares, donc de cette surface, l'assiette du projet, et puis dans le cahier de charge, on peut constater que le maître de l'ouvrage a bien mené sa mission en insistant notamment sur la mixité, la complexité et l'effet de ville. Afin d'atteindre donc ces objectifs, à savoir concevoir un quartier urbain comme morceau de ville, la maîtrise d'ouvrage urbaine a opté pour le concept de charrette. Donc on entend tous parler de concept de charrette. Les étudiants d'architecture notamment connaissent le concept de charrette, mais ici le concept de charrette, il est entendu dans un sens collaboratif. C'est à la fois un concours, donc ce concept permet de relever le défi d'intégrer des données complexes en réunissant autour de la même table des architectes qui d'habitude travaillent séparément. Donc dans le cadre d'un concours, chacun travaille séparément dans son coin, et puis un jury permet de départager et de désigner le projet lauréat éventuellement et de classer les autres. Dans le concept de charrette, les choses se passent différemment. On ramène des architectes qui sont obligés de travailler ensemble et d'aboutir à des solutions ensemble, de critiquer l'ensemble des productions, de faire des concessions, des compromissions, etc. pour arriver à un consensus autour du projet. Cette méthode a un avantage, c'est qu'elle permet un vrai échange d'idées et le contournement de jurys biaisés par la méconnaissance du contexte ou par d'autres paramètres. Ça arrive souvent. On connaît tous l'histoire du jury de l'Opéra de la Bastille à l'époque, et donc les membres du jury ont bien cru déceler un trait particulier d'un architecte célèbre. Or, à l'ouverture des plis, il s'est avéré que l'architecte était un illustre inconnu. Et tant mieux pour l'architecture. Donc voilà, il y a beaucoup de biais qui entourent ce genre d'opérations, de concours. Et si on met de côté le biais principal de certains pays, qui est la corruption. Donc, dans la charrette, on peut pallier ces inconvénients et
ramener les gens autour d'une table, sans star architecte. Tout le monde doit travailler, on doit aboutir à une solution. Et une fois ce concept retenu, donc l'équipe de la charrette était composée des agences et des équipes suivantes. Bon, on ne va pas toutes les citer, mais bon, elles sont là, devant vous. Et il faut retenir que parmi les architectes, il y a quand même des noms célèbres comme l'agence Crière, école de Vienne. Donc il faut savoir que Rob Crière, notamment les frères Crière, ont élaboré beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, beaucoup de conceptions dans le cadre du paradigme du retour à la ville, du travail, du modeling de l'espace urbain. Donc ils sont arrivés en quelque sorte en star à cette charrette. Mais la méthode, le processus qui a été défini par les maîtres de l'ouvrage leur a imposé de s'intégrer, de s'insérer dans un groupe et de produire à produire comme projet. Et à partir de là, donc chaque équipe peut produire son idée. Pas mal d'idées ont été produites. Et cette équipe a travaillé pendant 2 mois, de décembre 91 à février 92. Et cet atelier intégré, dans lequel les idées, les échanges et les apports furent fructueux, a permis à tout un chacun d'apporter sa pierre à l'édifice. Le résultat, c'est un quartier urbain d'une grande richesse. Et nous allons passer en revue certains éléments importants. Donc, à commencer par l'esquisse, l'architecture urbaine, les espaces urbains, les différents îlots. On va passer en revue quelques îlots, des images, voir comment l'architecture a été faite, comment l'urbanisme a été généré, comment le concept de charrette avec des discussions a permis, donc, en fin de compte, de fédérer les énergies, de fédérer les concepts et de fédérer les idées pour aboutir à quelque chose d'exceptionnel. Mais avant ça, je tiens à rendre un hommage à un ami, M. Tarek Ben Mohamed, qui est enseignant-chercheur à l'université de Béchar. C'est grâce à lui que j'ai découvert ce projet, en fait. Lors d'un séminaire à Alger, on s'est rencontrés, on a discuté d'architecture urbaine, de design urbain, de ces choses-là. Et puis, il m'a parlé de ce projet que je ne connaissais pas. Et c'est grâce à lui que je l'ai découvert et je l'en remercie. Voilà. Donc, on commence par l'esquisse. Ces images montrent un peu l'ambiance, la participation, les enfants qui jouent, la population locale qui est impliquée, etc. Les différents architectes impliqués dans le projet et ainsi de suite, la maîtrise d'ouvrage, et puis une production qui essaye d'aller vers la ville, vers l'espace urbain qui possède une identité. Et nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par la perméabilité et l'accessibilité au projet. Donc, dans ce projet, l'une des premières choses a consisté à relier le projet avec l'existant, avec ce qui existe en termes d'environnement immédiat. Et lorsqu'on voit le terrain, on constate que de ce côté-là, il y a un village existant, et de l'autre côté, il y a des bâtiments, donc des bars de type soviétique, hérités de l'ex-Allemagne de l'Est. Voilà, à peu près. Donc la tâche consiste à réaliser donc des voies qui ne laisseraient pas le projet isolé, mais qui le grefferaient à l'existant, soit au niveau local immédiat ou à un niveau plus global. Relier avec l'existant et en construire de nouvelles voies, c'était le premier leitmotiv. Donc le terrain, on commence par dessiner les voies existantes de part et d'autre, et puis les relier tout simplement pour essayer donc de greffer ce tissu nouveau à ce qui existe, à l'ancien. Et puis on en construit d'autres, de nouvelles, et on commence à réaliser un épanelage grossier du plan de masse. Ce qui donne à peu près quelque chose comme ça, les premiers traits, ça donne quelque chose comme ça. Puis on progresse, et comme dans le programme, il s'agit d'obtenir des quartiers de 3000 habitants environ, donc on commence à dessiner, à faire un épanelage, à subdiviser
pour essayer d'obtenir des unités, enfin, si vous voulez, des unités de voisinage, pour reprendre un concept plus récent, donc de l'ordre de 3000 habitants environ. Et puis, on n'oublie pas, dès les premières phases de l'esquisse, de dessiner des espaces verts, de voir où est-ce qu'on doit les disposer, et puis greffer bien sûr les quartiers, ces quartiers qui commencent à se dessiner, qui commencent à prendre forme, comment les greffer au réseau de circulation. Voilà. Comment greffer ces quartiers qui commencent à prendre forme donc au réseau de circulation. Et dans les quartiers qui commencent à prendre forme, on commence déjà à esquisser, à donner des formes aux espaces urbains qui ne seraient pas le résultat d'une disposition quelconque résultant d'une disposition des bâtiments uniquement, mais un espace urbain se conçoit en lui-même, a une identité, il se laisse modeler par le concepteur, et puis il y a un va-et-vient entre le bâtiment et l'espace urbain. Dans les îlots qui commencent à apparaître, donc voilà, donc on a les quartiers donc qui commencent à apparaître, donc la cité si vous voulez, les quartiers, les différents quartiers, ensuite les îlots qui commencent à être esquissés dans chaque quartier. Et l'espace urbain donc s'organise, se hiérarchise, se différencie, voilà. Et déjà, à ce niveau-là, on parle de rues et de places. Donc, on introduit des éléments composant la ville, qui sont les rues et les places, dans la composition de l'ensemble. Voilà, l'esquisse progresse. Et il y a eu ensuite une introduction d'une coulée verte qui traverse la ville et délimite les quartiers. Et on hiérarchise le tout en mettant l'accent sur le centre, et sur les relais du centre, donc le centre et les relais du centre. Tout ça dans le cadre d'une gestion complexe, d'une conception complexe, et pas d'une conception unijambiste basée sur la répétition d'un immeuble type. Voilà, la ville prend forme, comme on peut le voir, donc un centre, des relais, des quartiers composés d'îlots, les espaces urbains, les coulées vertes qui pénètrent à l'intérieur. Donc tout ça s'organise par le jeu de calques et de compromis divers. Et puis on commence à affiner le réseau viaire du centre. L'espace urbain est une entité créée, pas un espace résiduel. Et voilà que les choses s'affinent. Donc le centre et ses quartiers, et puis la ville qui s'étend au-delà du centre et des éléments relais qui lui sont rattachés. Il y a plusieurs variantes à ce niveau-là. La principale difficulté, comme je l'ai dit, c'était de rattacher donc la cité aux anciens bars de l'ex-RDA. C'était un peu la tâche la plus difficile. Voilà, et c'est pour ça que les concepteurs ont envisagé plusieurs variantes pour essayer de trouver des solutions de compromis. Les choses commencent à s'affiner, à s'éclaircir, on matérialise les espaces urbains de la variante retenue, les choses commencent à s'éclaircir, on voit de manière claire donc les îlots qui structurent des espaces urbains qui sont différenciés, des rues, des places, grandes places, puis voilà, les choses commencent à apparaître de manière très claire. Il faut dire que le centre-ville du projet épouse la forme de l'axe de Drewitz. Drewitz, c'est le village, l'ancien village situé donc juste à côté. Un parc central comble l'espace vert entre les deux extrémités de la ville, comme un poumon vert. Voilà. Ensuite, on passe à l'esquisse des îlots. Bon, il y a plusieurs variantes. Variante 1, variante 2. La localisation des équipements. Et puis, on synthétise le tout. Donc l'habitat, les équipements, les services, etc., les espaces urbains, les îlots, tout ça sur cette carte
synthétique qui synthétise le tout. Voilà. Et ça, en fin de compte, c'est le plan urbain affiné et présenté en clôture. On peut voir déjà l'identité des espaces urbains, comment ils ont été dessinés, etc. On voit le parti clair affiché par les concepteurs d'un retour vers la ville, vers la structuration de l'espace urbain de manière claire. Il est structuré, différencié, etc. Les îlots, ils sont là. C'est un îlot très fermé, presque fermé. Il faut dire que au départ, notamment les propositions de Cryer et Cole sont allées vers des îlots complètement fermés, presque proches de la ville médiévale, mais ensuite, divers compromis ont poussé les différentes parties à mieux élargir, à aérer, etc. Mais n'empêche qu'on peut voir que l'îlot est pratiquement fermé, ou peut-être un peu ouvert, mais pas beaucoup, pas trop, ce qui fait que il y a donc les deux dimensions sont préservées, celle du local des habitants dans l'îlot et celle du global par rapport à la ville. Et puis la manière de faire les espaces urbains, c'est aller on ne peut plus clair. Ensuite, il y a la mixité, l'habitat, l'ensemble des équipements nécessaires, les équipements de proximité, etc. Tout ça, c'est présenté dans ce plan en clôture. Voilà. Et la maquette, on peut voir la maquette ici, qui sur laquelle on peut donc voir des éléments dont on vient de parler. Donc j'ai présenté l'esquisse. On va passer maintenant à l'architecture urbaine. Voilà, en affinant, en zoomant encore plus, on voit apparaître cette architecture urbaine, donc composée d'îlots. Voilà, on peut voir les îlots. Ce qui est intéressant ici, c'est que aucun îlot ne ressemble à l'autre. Voilà, et ces jeux de couleurs définissent des bâtiments, des immeubles différenciés qui sont ensuite destinés aux architectes. Chaque architecte, il faut dire qu'ici, le développement, c'est un urbanisme suivi d'une architecture. Le tout se fait ensemble. Il n'y a pas de schisme entre l'urbaniste qui dessine un plan dans son coin et puis l'architecte qui vient exécuter. Les deux se font dans la continuité. Et ça, c'est le premier point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est qu'il n'y a pas de répétitivité. C'est-à-dire que l'architecte ne conçoit pas un immeuble qu'ensuite il va répéter et faire quelques concessions par-ci ou par-là. Non, c'est-à-dire que ici, dans ce jeu de couleurs, les architectes prennent des immeubles qu'ils développent ensuite architecturalement. Et donc, ces différentes équipes donc, se chargent de concevoir les différents immeubles. Mais ce qui nous intéresse avant d'arriver aux immeubles, c'est le caractère très bien structuré des espaces urbains, des îlots, l'intérieur des îlots, leur extérieur, les rues, comment elles sont structurées. C'est ça qui est plus intéressant. Et on peut le voir de manière très claire sur la photo de la ville réalisée, quoi. Voilà, on peut voir la chose de manière très claire. Et ce plan montre effectivement l'un des points forts de ce projet, c'est qu'aucun immeuble ne ressemble à l'autre. Vous voyez, chaque immeuble a son caractère, son identité personnalisée. Les gens peuvent appartenir à cet immeuble, à cet immeuble, à cet immeuble ou à cet immeuble. C'est-à-dire que on a ici une image de la ville traditionnelle. Donc les immeubles sont conçus, sont différents. Et plusieurs architectes peuvent concevoir des immeubles accolés les uns aux autres, mais pour peu qu'on respecte les normes et qu'on respecte l'esprit global de la conception, on peut éviter le caractère donc de patchwork. Un autre exemple, donc un autre îlot différent, avec des immeubles différents. Vous voyez comment les choses se font. Ici, c'est l'espace urbain qui sculpte la forme de l'îlot, et puis cette forme de l'îlot est subdivisée et les architectes prennent ensuite des parties des immeubles qu'ils conçoivent chacun à sa manière, mais en respectant l'esprit de l'ensemble. Voilà, on peut voir aussi cet exemple, un autre exemple, et ainsi de suite. Et ça, c'est donc la ville en cours de réalisation.
et qui donne déjà un aperçu sur le résultat final. J'ai parlé pas mal des espaces urbains, mais je m'en lasserai jamais parce que au niveau de l'espace urbain, la ville, c'est l'espace urbain, en fin de compte. L'échec de l'habitat moderne, à la limite, on peut dire que ce n'est pas au niveau de la cellule, entre guillemets, tant honnie que l'échec s'est manifesté le plus, mais c'est beaucoup plus au niveau d'un espace urbain non identifié, non structuré, un no man's land, etc., que l'échec après forme et s'est cristallisé, notamment dans les banlieues et dans les cités dortoirs. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'espace urbain. C'est une esquisse de Keyer, donc qui définit l'ensemble, qui dessine des variantes de l'espace urbain. Et globalement, si on prend une image figure-fond de la ville de Kötsch-Seigfeld, c'est ce qui apparaît. Donc on voit clairement le bâtiment blanc et les espaces urbains en négatif, en noir, et c'est des espaces fortement structurés, hiérarchisés, différenciés, on le voit de manière très claire. Ici, c'est donc la localisation des équipements, la mobilité. Les choses s'affinent jusqu'à atteindre leur stade ultime. Voilà. Si on doit zoomer sur certains îlots, on va en prendre quelques-uns. Par exemple, l'îlot 6, l'îlot 7, l'îlot 8, l'îlot 9, l'îlot 10 et l'îlot 11. Vous voyez qu'aucun îlot ne ressemble à l'autre. Même au niveau intérieur, il n'y a pas de notion de cellule répétitive. Ici, les architectes conçoivent le logement différencié. Et les gens finissent par s'identifier à leur logement. Quelques exemples d'édifices construits par différents architectes participant à l'opération. Voilà, on peut voir différentes architectures. Il n'y a pas, comme j'ai dit, de typification ou de répétition. C'est des solutions différentes. Il y a beaucoup d'entrées sur l'espace public, parce que l'espace public, la meilleure façon de surveiller la surveillance naturelle de l'espace public, c'est de prévoir plusieurs entrées sur l'espace public. Il ne faut pas que les immeubles tournent le dos à l'espace public, c'est très important. L'utilisation de couleurs différentes, de saillies. Puis on voit clairement comment les territoires sont bien définis, délimités. Le public, le privé, le véhicule, le piéton. Le gabarit général est respecté, mais les solutions sont diverses. Un autre exemple d'édifice, une autre architecture. Vous voyez? Et on est là dans une variété assez intéressante. Là, c'est une place circulaire. Les immeubles suivent. L'architecture s'adapte. C'est pas l'architecture qui impose la forme de l'espace urbain. Mais l'espace urbain peut lui aussi imposer son dictat. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait un compromis entre les deux. Une autre perspective intéressante, et on a une répétition sur le même thème, une variation sur le même thème, de la structuration, de la variété, de la richesse.
une autre solution, voilà, qui peut devenir un point de repère pour l'ensemble. Voilà. Et ainsi de suite. J'ai parlé des couleurs. Les couleurs ont joué un rôle important, soit au niveau de l'épandage, du plan de masse, de la gestion de la mixité, entre habitat, équipement, services, divers, mobilité. Enfin, présente quelques plans. Et là, vous pouvez voir ce qui est intéressant. Par exemple, Crière École, donc qui au départ avait débarqué, selon la légende qui nous raconte la genèse et l'évolution de ce projet qui avait débarqué au départ en star, se sont intégrés dans l'ensemble, dans le groupe, et en bleu foncé, là, les bâtiments, les immeubles qu'ils ont construits, qu'ils ont conçus, et bien sûr après avoir participé à l'élaboration du plan de masse de l'ensemble. Et bien sûr, vous avez la liste des architectes et les couleurs correspondant aux immeubles qu'ils ont conçus, qu'ils ont construits. C'est une œuvre collective, une œuvre majeure, une œuvre d'architecture urbaine, d'urban design si vous voulez, conçue dans un cadre de projet urbain. Mais le projet urbain, c'est vrai qu'il se base en grande partie sur la gestion, sur la maîtrise d'ouvrage, sur les jeux des acteurs. C'est très important. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Notre problème en Algérie, avant de parler de projet urbain, d'acteurs, de participation, c'est d'abord la forme urbaine. Nous ne savons pas faire de forme urbaine, ou très peu. Et la forme urbaine, sans vouloir être déterministe, c'est le facteur le plus important, le plus prépondérant, qui agit sur le comportement des gens, sur leur manière d'habiter leur espace et sur leur manière de s'identifier ou pas à leur cadre de vie.